nous avons, je crois, respecté le quart d'heure Côte d'Orient. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir en cette journée internationale. Il n'y a pas de son et pourtant j'ai la voix qui porte, paraît-il. Là, ça va le faire. Donc je recommence. Assurez-vous, je ne vais pas... C'est un plaisir donc de vous accueillir en cette journée internationale des droits des femmes, de la femme. Permettez-moi tout d'abord de saluer mes collègues élus, venus nombreuses, et d'excuser celles que d'autres engagements ont empêché de nous rejoindre, l'ensemble des directeurs généraux adjoints présents, l'ensemble des membres du service, avec une mention spéciale pour Charlotte Savy et Magali Barberin. Je n'en dis pas plus sur vous, vous allez vous présenter tout à l'heure. Et puis, bien entendu, les représentants des associations qui œuvrent chaque jour pour défendre les droits des femmes, et puis les journalistes, et puis vous toutes, en vos grades et qualités. Je tiens bien entendu à remercier l'ensemble des organisateurs de cet instant précieux. J'ai le plaisir de représenter le président Sauvadet, qui malheureusement a été retenu par des modifications d'agenda, et vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Il aurait vraiment souhaité être présent avec nous, parce que vous connaissez son engagement pour cette cause, engagement qu'il a, je crois, très largement exprimé, et j'y reviendrai tout à l'heure dans mon propos, lorsqu'il était ministre de la fonction publique. Donc il m'a chargé de l'excuser, et nous allons commencer par écouter un message qu'il a enregistré à notre intention pour cette soirée. Bien, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être aujourd'hui parmi vous pour cette journée des femmes, qui ne doit pas être simplement une journée, mais qui doit être un temps de considération pour que chacun puisse exprimer ses compétences et se voir reconnaître dans son travail. C'est vrai que c'est un temps particulier pour moi, parce que ça correspond, cette année 2022, aux 10 ans de la loi Sauvadet, comme on l'a appelée, qui visait à imposer, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans cette culture de voir reconnaître le talent de chacun, qui visait à imposer un pourcentage de femmes pour lutter contre ce fameux plafond de verre. On disait, nous n'avons pas le vivier pour permettre à des femmes d'accéder à des postes de haute responsabilité. J'ai imposé, par la loi, d'avoir au moins 40 à 60% avec des plafonds, puisque c'est une loi de parité homme-femme. J'ai imposé par la loi qu'on puisse recruter, qu'on recrute des femmes dans les postes de direction. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai eu des îlots de résistance. On me disait qu'on n'avait pas les compétences, qu'on ne trouvait pas les femmes qui étaient nécessaires pour assumer les fonctions. Mais en même temps, voilà le résultat aujourd'hui. Vous savez, il y a pratiquement 10 ans, on était pratiquement, à cette époque, à 10% de présence de femmes dans les postes de responsabilité. Et c'était particulièrement vrai au Quai d'Orsay ou dans d'autres ministères, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, la police. Et on voit aujourd'hui l'effet de la loi. Nous sommes passés pratiquement à 40% de femmes qui sont présentes dans les postes à haute responsabilité. Je suis très fier de cette loi. Parce qu'en même temps, c'est une reconnaissance qu'on a besoin de tous les talents pour servir notre pays, surtout dans les circonstances particulièrement difficiles qu'on traverse. Ici même en Côte d'Or, vous l'avez vu, nous avons désormais une première vice-présidente. Nous avons dans les postes à responsabilité 3 responsables de commissions, parmi les plus importantes, commission des finances, commission des affaires sociales, commission scolaire et d'éducation, qui sont assurées par des femmes. Et donc c'est un témoignage très fort, tout simplement, que chacun doit pouvoir trouver sa place. J'ai été parfois critiqué parce qu'on m'a dit qu'il y avait des sanctions lorsqu'il y avait trop de femmes dans un certain nombre de fonctions publiques territoriales. Oui, c'est une loi de parité. Parce que ce que je voulais éviter, c'est qu'il y ait certains métiers qui soient réservés aux femmes. Le social, c'était pour les femmes. Non, c'est pas que pour les femmes. C'est pour les hommes et pour les femmes. Il y avait d'autres métiers, par contre, qui étaient réservés à des hommes. Le ministère de l'Intérieur, d'autres ministères, j'en ai parlé. Donc c'est une loi de parité. Et quand j'ai entendu parfois certains candidats à la présidentielle, candidate, la maire de Paris, qui m'avait critiqué parce qu'elle avait été taxée pour avoir nommé trop de femmes, bien oui, il faut considérer que la parité, c'est le respect de l'un et de l'autre et que chacun doit apporter. Moi, je suis très heureux aussi des témoignages qu'on va avoir cet après-midi d'hommes et de femmes qui exercent des responsabilités avec des regards croisés. Ces témoignages-là sont très importants. On a encore beaucoup de chemin, je le sais, notamment pour la parité en matière de salaire. On voit bien qu'il y a des différentiels qui sont inacceptables. En tout cas, ce combat-là, c'est un combat pour la dignité,
c'est un combat pour l'humanité, c'est un combat pour le respect, c'est un combat pour les compétences. Emmanuel Coin disait récemment, il faut le vouloir, oui, il faut que chacun se trouve distingué, se trouve en responsabilité, là où elle a des compétences pour l'exercer. C'est ça le but de la loi. Bien voilà, au terme de ces 10 ans, on a apporté beaucoup. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui l'ont voté. C'était pas facile, je vous l'ai dit, le contexte, beaucoup de résistance, beaucoup de corps qui me disaient on n'y arrivera pas. Et puis en même temps, voilà le résultat aujourd'hui. Comme quoi, ne désespérons pas de la politique. La politique, c'est fait pour changer les choses. On peut changer les choses. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut se battre. Et moi, je remercie tous ceux qui ont voté la loi. Je veux rappeler que malgré les résistances, malgré un Sénat passé à gauche, on aurait pu dire que la politique allait l'emporter sur tout ça. Cette loi a été votée rapidement, en quelques mois, et quasiment à l'unanimité. Ce qui prouve que là, il y a une volonté de se voir un destin, il y a un chemin. Ce chemin, nous l'avons tracé, d'autres le poursuivront. En tout cas, c'est pour moi un moment particulier que ces 10 ans d'une loi qui aura quelque part changé les choses. Et changer les choses, c'est finalement ce que souhaite et ce que nous devons faire en politique. Quand on vote, quand on s'engage, eh bien on peut faire changer les choses. Difficile de parler derrière un tel propos, mais néanmoins, je relève le gant. Cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est un rendez-vous important qui nous rappelle que l'égalité entre les hommes et les femmes est un défi permanent. C'est un rendez-vous qui est important pour moi, en faveur d'une cause qui a beaucoup compté dans ma vie politique et pour laquelle je m'engage toujours aujourd'hui. Depuis mon élection en 2008, je me suis battue pour que chaque femme ait la liberté de son choix de vie, qu'elle veuille faire carrière, qu'elle veuille ou pas avoir des enfants, qu'elle choisisse de vivre en couple ou seule. C'est une pierre d'angle de toutes les politiques menées par le département. Cette année, pour marquer cette journée, nous avons voulu mettre en avant toutes les femmes qui s'engagent à des postes de responsabilité au service de tous les Côtes-d'Oriens au sein de notre collectivité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le président Sauvadet a tenu à confier à une femme la première vice-présidence du département. En outre, vous le savez, dans l'Assemblée départementale, la parité est parfaitement respectée depuis 2015, puisque les conseillers départementaux sont élus au scrutin binominal paritaire et le président a tenu à ce que les présidences de commission soient réparties également de manière paritaire. Le département, par sa politique de ressources humaines ambitieuse, entend donner à chaque femme, à raison de ses choix et de ses compétences, la possibilité d'accéder à des postes à haute responsabilité. Les femmes ayant promu ou ayant fait l'objet d'un avancement de grade sont des femmes. Je salue et remercie en particulier Madame Christine Barbier, ma complice pour ma commission, notre directrice du pôle Solidarité, et Josette Thévenin, je l'ai vu tout à l'heure, je ne la vois plus, voilà, pardon, notre directrice des ressources humaines qui œuvre au quotidien à l'amélioration de la parité. Ces femmes que je viens de citer sont 2 directrices générales adjointes en charge des 2 des 4 pôles que compte notre institution. Souci de parité toujours. Elles sont comme les intervenantes qui nous feront part de leur témoignage et dont je les remercie, parce que je sais qu'elles sont un petit peu émues, ce n'est pas un exercice quotidien. La preuve que lorsqu'on a les compétences et l'envie de faire carrière, c'est désormais possible. Chacun peut et doit pouvoir y trouver sa place. Je porterai toujours ce sujet avec force et vous pouvez compter sur mon engagement. Mais je sais que je peux compter aussi sur l'engagement de mes collègues. Ces évolutions ont été, je tiens à le souligner, en partie favorisées par la loi, notamment du 12 mars 2012, loi Sauvadet, le président y a fait allusion dans son propos, qui a été portée par lui lorsqu'il était ministre de la fonction publique de juin 2011 à mai 2012. Notre rôle en tant que responsable politique est de lever tous les freins pour garantir l'égal accès aux postes à responsabilité. Car il n'est pas normal aujourd'hui de considérer que de vivre sa vie de femme, avoir un enfant, empêche de s'investir pleinement dans son travail. Toutes, par notre engagement, nous contribuons à favoriser la place des femmes dans la société, à leur permettre d'accéder à leurs aspirations,
à ouvrir le champ des possibles, afin que chacune soit libre de vivre la vie qu'elle veut, qu'elle décide. Les progrès que nous avons réussi à obtenir au département, nous les avons portés dans toutes les politiques, sur 100% du territoire. Nous avons intégré le défi de l'égalité dans l'accès aux droits, dans le développement de la pratique sportive et féminine, dans la culture, dans l'insertion, dans l'aide aux familles et au logement. Le département agit quotidiennement en ce sens, notamment par un maillage territorial très efficace des espaces Solidarité Côte d'Or. Je sais, j'ai un prisme choisi, mais c'est vrai. Je rappelle qu'au sein de chaque agence sont présents des professionnels du champ social, des conseillers en économie sociale et familiale et des professionnels du champ médical, médecins de PMI, sages-femmes, infirmières, etc. Cela nous permet de répondre au plus près aux besoins des personnes, aux besoins des femmes. Le département s'engage aussi aux côtés des femmes afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle et leur reprise d'activité. Ceci est indispensable pour œuvrer à l'égalité homme-femme. Ces 2 dernières années ont été marquées par la crise sanitaire et nous le savons, elle a été difficile pour chacun d'entre nous, mais de façon plus prégnante pour les femmes. Les derniers chiffres nationaux nous ont confirmé que les périodes successives de confinement avaient été marquées par une hausse des violences conjugales envers les femmes. Dans ce cadre, j'ai signé ce matin au nom du président Sauvadet le nouveau protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales. Et je disais en aparté que nous étions 28 signataires. Quelle avancée par rapport à la signature du premier protocole. Nous voyons bien, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Pour conclure, je voudrais saluer encore une fois toutes ces femmes qui s'engagent et exercent leurs fonctions avec courage et responsabilité. Elles sont, à mon sens, l'incarnation de la méritocratie républicaine et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fonde les distinctions non pas sur le sexe, mais uniquement sur le travail et les compétences de chacune et chacun d'entre nous. Je ne serai donc pas beaucoup plus longue. Nous allons diffuser maintenant les petits films qui ont été tournés, l'interview croisée entre Magali et Eric, puis l'interview de Charlotte, et nous finirons par moi. Désolée. Je crois qu'on ne se prépare pas forcément non plus en amont, on s'appuie beaucoup sur les expériences passées qu'on a pu réaliser et puis les rencontres qu'on va avoir voilà, le jour J en prenant ses fonctions. Et puis aussi sur qui on est, je pense que c'est sur cette confiance en soi qu'on peut être amené à prendre ce poste dans les meilleures conditions possibles. Comme toi Magali, j'ai eu la possibilité auparavant d'exercer sur d'autres fonctions avec de l'encadrement. Donc je me suis préparé tout au long de ma carrière à exercer ce type de poste. Le principal défi pour moi, ça a été de découvrir la thématique du travail social et de m'imprégner de l'ensemble des politiques départementales. La collectivité m'a accompagné surtout en me fixant les objectifs dont nous sommes convenus pour me permettre de prioriser mon travail et mon champ d'observation. Tout d'abord déjà par la confiance qu'ils m'ont accordée sur cette fonction-là et puis aussi par le tutorat, par l'accompagnement. Donc à la fois l'immersion auprès de mes collaborateurs, comme l'évoquait Eric, mais aussi et surtout l'accompagnement par un autre chef d'agence. Je ne pense pas qu'il y ait de différence de fond entre le fait d'être un homme ou une femme par rapport à ce métier. Je crois que ce qui nous caractérise, c'est les valeurs qu'on peut avoir dans l'exercice du management. Je pense au soutien qu'on peut apporter aux équipes, je pense à la solidarité, je pense à la transparence avec laquelle on peut animer nos collaborateurs. En revanche, je constate que parfois le fait d'être un homme, ça peut être une différence, notamment dans une situation qui peut être un peu conflictuelle dans la relation avec un usager, quand il y a besoin de recadrer. Je partage ce qu'indiquait Eric, je pense que c'est pas particulièrement si on a un homme ou une femme que les choses divergent, c'est la fonction déjà qui nous rassemble et ce qu'on dégage dans la mission qu'on réalise tous les jours. Une forme de sensibilité qui peut être un peu différente, apportée dans un collectif
de travail qui peut être apporté par une femme. Mais pour autant, je crois que c'est la fonction qui fait qu'on incarne quelque chose et ce qu'on veut transmettre comme message, plus que réellement si on a un homme ou une femme. Je m'appuierai plus sur mes expériences passées en fait, et dans le privé aussi, qui me permettent aujourd'hui de mieux, je pense, guider le service dans les changements qu'on doit conduire, dans les transformations qu'on doit amener. Je crois que pour Magali, le petit plus lié à mon parcours professionnel, hein, qui m'a permis d'aller sur des domaines assez diversifiés, qui me rend aujourd'hui un manager riche d'une diversité de références dans ma pratique du quotidien. Et puis s'il devait y avoir un petit plus au petit plus, je mettrais peut-être une petite dose d'humour, parce que je pense qu'on a besoin aussi parfois de prendre un tout petit peu de hauteur et d'appréhender les sujets avec, non pas avec légèreté, mais avec la capacité à rire pour que ce soit supportable. Je crois que c'est au-delà d'un équilibre personnel, c'est aussi un équilibre dans le foyer et je crois que ça c'est hyper important à trouver. Et surtout une bonne communication. Je crois que c'est ce qui garantit, je dirais, l'équilibre de chacun et le bien-être de chacun dans ses missions. La mienne est un peu différente. Moi j'ai deux enfants qui sont maintenant grands, 19 et 17 ans, donc qui sont très autonomes dans leur vie du quotidien. En revanche, en tant que chef d'agence, je vois comment, avec l'équipe d'encadrement, on peut s'organiser en solidarité pour faire en sorte que ceux qui ont des vraies contraintes dans leur vie familiale puissent se reposer davantage sur ceux qui sont un peu plus disponibles. Donc je crois que c'est une vraie chance qu'on peut avoir au sein de notre collectivité de développer cette solidarité qui nous permet de nous appuyer les uns sur les autres pour être en capacité d'assumer collectivement et solidairement nos responsabilités. Donc moi je suis chef du service prestation transversale qui comprend la cellule logistique et la cellule accueil courrier, reprographie, accueil physique et téléphonique. Alors avec certains agents peut-être effectivement parce que j'ai ce côté un peu maternel à mon avis qui joue un peu effectivement. Je pense que la mixité est très importante. Ça fait un équilibre, effectivement. Ça apaise quand il y a une certaine mixité, je trouve. À la logistique, j'ai plus d'hommes et par exemple, sur les accueils, j'ai plus de femmes. Et ça se passe bien dans les deux cas. À un moment donné, il faut vraiment comprendre que les femmes ont autant de compétences que les hommes, qu'elles peuvent s'organiser comme les hommes, qu'elles peuvent gérer de la même façon que les hommes, et c'est vraiment des compétences qu'il faut valoriser et non pas juste un sexe. Il faut que effectivement la société accepte que les femmes puissent faire autant que les hommes, aussi bien que gérer, on sait gérer. Et effectivement, on peut être multitâche, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. On est tout à fait capable, effectivement, que tout le monde est capable d'avoir des postes à responsabilité et qu'il faut se lancer, il faut oser. Enfin, on construit notre carrière, on construit notre vie et il ne faut pas avoir de limites, il faut oser. C'est important. Je ne suis pas la première à avoir des responsabilités dans un exécutif politique. Je pense à mes collègues comme Martine Lupin, qui est vice-présidente en charge des finances et des ressources humaines, un poste éminemment stratégique,
ma collègue Catherine Louis, qui est aussi vice-présidente en charge d'une commission complexe, dense, hein, les collèges, les associations, donc je ne suis pas la seule. Mais c'est vrai que c'est une belle symbolique, ça ne m'étonne pas non plus de François Sauvadet. On regarde l'idée qui se fait d'une société où chacun a sa place et toute sa place. Oui, je trouve que c'est un beau symbole que le président soit un homme et que la première vice-présidente soit une femme. Maintenant, il y a des femmes qui sont dans la place, qui existent et qui vivent pleinement leurs engagements. Il ne faut pas attendre non plus qu'on nous donne, hein. Il va falloir y aller, hein. Il faut aller le chercher. Parce que ça ne peut pas simplement être de la responsabilité de l'autre, c'est aussi de sa propre responsabilité. Il ne faut pas que la place des femmes se fasse au détriment de la gente masculine, ça se fait en complément de la gente masculine. Et moi, ce que je veux surtout, c'est que chaque femme puisse avoir la liberté de son choix. La première chose, c'est que ne pensez jamais que tout est acquis. Aucun droit n'est jamais acquis à vie. Il faut être vigilant sur la préservation des droits des femmes acquis. Il y en a encore à acquérir. Mais surtout, je pense que s'il y a un mot, c'est oser. Ne vous auto-censurez pas, mesdames. Vous avez le droit d'être ce que vous voulez être pleinement. On ne peut être un être accompli que quand on est en cohérence avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que nous avions des femmes accomplies au département de la Côte d'Or et vraiment, je tiens à vous féliciter toutes les deux de vous être prêtées à cet exercice, puisqu'en Côte d'Or, comme beaucoup dans la fonction publique, on fait et on ne dit pas ce qu'on fait. Donc je trouvais très important que vous soyez mises en lumière aujourd'hui. Alors, vous allez vous présenter un petit peu plus avant. Hein, on vous avait préparé, j'espère. Hein. Bon, je ne vous jette pas dans la fosse au lion. Et alors, laquelle se lance en premier? Alors, allons-y. Charlotte, je vous donne le micro. Bonsoir, donc je suis Charlotte Savy, chef du service prestations transversales au sein de la direction des moyens généraux du pôle ressources. J'ai un BTS Action commerciale et après avoir travaillé pendant 2 ans dans le privé, j'ai pu intégrer la fonction publique au sein du Conseil général à l'époque en 2001 sur candidature. J'ai tout d'abord travaillé au service finance, puis il m'a été demandé de venir en renfort au service achat et j'ai donc travaillé pendant 2 ans et demi au service achat et au service finance sur un mi-temps chacun pour intégrer complètement le service achat par la suite. J'ai passé les concours d'adjoint, de rédacteur, d'attaché territorial et suite à la réussite à ce dernier, j'ai été nommée adjointe au chef du service accueil courrier reprographie en 2016. J'ai ensuite remplacé ma chef de service lorsqu'elle est partie à la retraite en 2018. Et enfin, l'année dernière, la cellule logistique est venue compléter l'équipe et mon service est devenu le service prestations transversales. J'ai actuellement 28 agents avec des métiers très différents. Je tiens d'ailleurs à remercier ma hiérarchie qui me fait confiance et qui m'a permis d'évoluer tout au long de ma carrière. J'espère que cela continuera. Ah, c'est un message. Josette, vous avez je remercie également donc, mes agents qui accomplissent un travail formidable et qui sont toujours très réactifs face aux demandes de nos collègues et des usagers. Le poste que j'occupe actuellement est donc axé principalement sur le management, la coordination, mais également sur la transversalité avec les autres services de la collectivité. Parce qu'effectivement, nous travaillons beaucoup avec d'autres directions, nous devons être à l'écoute, s'adapter et trouver des solutions pour que les projets de tous nos collègues puissent être réalisés dans les meilleures conditions. Dans mon équipe, j'ai actuellement autant d'hommes que de femmes, quasiment, et je ne ressens aucune difficulté à être une femme dans ce service parce que les agents sont très respectueux. Ce qui est important dans le management, qu'on soit un homme ou une femme, c'est d'être juste, à l'écoute et présent auprès des agents. Je pense que ce sont effectivement ces 3
valeur indispensable et fondamentale pour bien manager. Les femmes peuvent tout à fait accéder à des postes à responsabilité, concilier vie professionnelle et vie personnelle, et d'ailleurs, les mentalités évoluent en ce sens, ce qui est très très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur mon parcours professionnel et mon expérience en tant que femme à la tête d'un service au conseil départemental. Merci de votre écoute. Magali. Merci. Alors, donc Magali Barlerin-Simoneau. Je suis actuellement donc, chef d'agence territoriale sur l'agence Solidarité Côte d'Or à Montbard, donc sur la partie nord du département. Haute Côte d'Or, voilà, Haute Côte d'Or. Non, non, dis pas le nord, promis. Voilà, je suis arrivée en 2016 au sein du conseil départemental. C'était une institution qui m'avait toujours un peu attirée quand même dans mon parcours parce que c'est aussi l'instrument des politiques sociales et de formation, moi, travailleur social, conseillère en économie sociale et familiale. J'avais quand même, voilà, je connaissais le rôle du département par mes actions auparavant et voilà, je voulais effectivement aller repérer comment cette institution pouvait mettre en œuvre aussi les politiques d'action sociale. Alors, j'ai eu un parcours professionnel dans le privé, comme je l'évoquais dans le reportage, dans une association et puis dans une entreprise aussi, avec une dimension un peu lucrative, ayant malgré tout quand même des fonctions, je dirais, tournées plutôt sur les changements sociétaux. Voilà, donc c'était des expériences absolument intéressantes. Et puis, dans le domaine du handicap également. Donc j'ai voulu rejoindre le département sur cette fonction. Donc c'est sur le poste sur lequel je suis toujours aujourd'hui, en fait, pour lequel je vous ai rejoint en 2016. Tout d'abord, j'étais contractuelle. Donc derrière ce statut aussi, je ressentais un peu quand même la différence aussi par rapport à mes homologues, et je suis arrivée dans une équipe de chefs d'agence qui était 100% masculine à l'époque. Il y avait pour autant des collègues dans la direction qui avaient des responsabilités de service, voilà, qui faisaient partie de notre collectif de travail, mais j'étais la seule femme en tant que chef d'agence. Donc je ressentais quand même ce poids, cette impression en tout cas de différence dans mes fonctions, peut-être parce que moi aussi je ne me sentais pas aussi libérée de pouvoir le partager. Pour autant, très vite, et aussi par l'obtention du concours d'attaché territorial aussi, j'ai su prendre vraiment la mesure de mes responsabilités et de pouvoir les endosser et surtout les guider, les accompagner dans le service dans lequel je suis. Donc aujourd'hui, dans mes fonctions, donc je suis responsable d'un service, on est à peu près 75 agents sur le territoire. J'ai eu l'occasion d'avoir un peu plus qu'un seul homme dans l'équipe, mais j'ai le regret aujourd'hui de n'avoir qu'un seul homme dans mon équipe et c'est pas... Ah oui, oui, tout à fait, oui. Et il prend soin de nous, d'ailleurs nous avons tous eu ce matin un petit message de sa part au sein de l'agence. Voilà, donc c'était assez sympathique aussi. Et pour autant, voilà, je prends plaisir chaque jour de pouvoir assurer cette mission, femme ou pas femme. D'ailleurs, le hasard fait que la précédente chef d'agence était également une femme qui m'a aussi beaucoup inspirée pour l'avoir aussi rencontrée à d'autres moments. Voilà, donc mes fonctions sont aussi surtout animées par la passion, parce que je crois que c'est aussi ce qui est hyper important de garder, c'est l'envie et la passion de conduire ce qu'on réalise, garder le sens, et ça peu importe qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça reste partagé par tous. Et je crois aussi que je me suis inspirée, et je tiens à le dire aussi, par quelques personnages inspirants, et oui, Christine Barbier est aussi quelqu'un qui... Enfin, elle nous tire, elle accompagne, elle a l'honneur d'aller défendre des sujets auprès du président, auprès de l'ensemble d'une équipe, et c'est pas simple. Et enfin, moi, j'en prends la mesure de ma place, on en prend tous la mesure aussi, et elle a accompagné aussi d'un certain nombre de directeurs, voilà, plutôt masculins, et je sais que ça ne doit pas être simple chaque jour à vos côtés, enfin, en tout cas aux côtés de tout le collectif avec lequel elle travaille. Donc ça inspire aussi, et vraiment, je tiens à partager que rien n'est impossible. Et qu'il faut continuer à se dire que voilà, il faut oser et avancer et
et ne pas attendre que ce soit les autres qui nous permettent d'atteindre nos projets, nos rêves, nos envies, parce que je crois qu'il n'y a que nous-mêmes qui allons y arriver. Donc voilà, c'était simplement ce que j'avais envie de vous partager. C'était sur un temps un peu différent, mais voilà. Bravo. Alors, je ne vais évidemment pas faire l'exégèse de ce qui a été partagé, mais néanmoins, en vous écoutant, m'est revenue une phrase de Louis de Broissia quand le conseil départemental s'appelait le conseil général. Il disait que c'était le conseil généreux. Et j'ai pensé à ça et je me dis, mais pourquoi tu penses à ça? Eh bien, je sais. Parce que, à travers vous, c'est toute la fonction territoriale du conseil départemental qui est mise en lumière. Et on a quand même rudement de la chance, et j'espère que les Côtes-d'Oriens mesurent toute la chance que nous avons d'avoir des femmes, des hommes, passionnés, engagés, qui se font une haute idée de ce qu'est le service public et de ce qu'est la place d'un citoyen dans la société. Parce que à travers votre engagement professionnel, c'est aussi contribuer à cette belle chaîne qu'est une société. Fraternelle, solidaire, enfin en tout cas c'est les valeurs que nous portons, et sachez que le président dit toujours qu'il est très fier du personnel du département. Et ben moi je sais pas vous, mais moi un petit coup aussi ce soir, vraiment je suis fière et heureuse, parce que je me dis voilà, la fonction, le service public, ça veut vraiment dire quelque chose, et pour vous, et donc c'est vraiment merci. Parce que chacune, bon, vous êtes dans une agence, vous, on vous voit moins en interaction avec le public, bien sûr, enfin avec nos publics, mais néanmoins, si vous n'êtes pas là, ben, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, chacun compte, et en fait, c'est bien cette société-là que nous cherchons à créer, c'est que chacun compte. Voilà, donc merci infiniment. Y a-t-il des questions? Vous voulez peut-être que je vous dise moi? Eh ben moi, avant moi, il y avait un homme. Ça ne vous surprendra pas. Parce que le conseil départemental était peu féminin. C'était un homme. Voilà, j'étais sa vice-présidente quand je suis arrivée en 2008, et en 2011, je suis devenue présidente de la commission sociale. Et pour tout vous dire, vous disiez que Christine Barbier était un de vos modèles. Ben moi, Christine Barbier, c'est elle qui m'a accueillie, parce que, comme j'étais la petite nouvelle, on m'a donné la maison de l'enfance à gérer. Hein? Ça allait bien à cette époque-là, donc... Comme m'a dit mon mari en rentrant le soir, soit tu survis, soit tu es morte. Voilà. En tout cas, voilà, les premiers pas, et vous avez raison, c'est dans le collectif aussi. Et nous parlons des femmes aujourd'hui, mais je crois que vous avez raison, il faut aussi, il faut que nos collectifs de travail soient à l'image de l'humanité, c'est-à-dire paritaires. Voilà. Elles ne se font pas au détriment des hommes, elles se font en complémentarité, et il faut aller les chercher. Donc je crois que sans s'être concertés, nous avons dit toutes les trois le même mot, oser. Parce que le plafond de verre, oui, il y a des préjugés, un mode peut-être patriarcal, je vais le dire comme ça. Je caricature un peu, mais quoique. Mais c'est surtout celui qu'on se met nous, qu'il faut déconstruire, puisque c'est le mot à la mode. Il faut déconstruire le plafond de verre que nous nous mettons à nous. Nous pensons que nous ne sommes jamais assez compétentes. Je ne suis pas en train de faire mon analyse, mais quoique, jamais assez compétente, qu'on n'en fait jamais assez pour justifier. Ça doit être le syndrome de l'usurpateur que portent les femmes quelque part. Et non, nous n'avons rien usurpé, mesdames. Chacune d'entre vous, là où elle est, les journalistes, les élus, les professionnels, le monde associatif, vous méritez d'être là où vous êtes. D'ailleurs, je salue, j'en parle, parce qu'Emmanuelle Lointier, qui elle est dans les services techniques, et Dieu sait que c'est un domaine à conquérir, puisque je crois que c'est 40% des femmes, tu me corriges si je me trompe, et donc tu es la présidente des ingénieurs territoriaux, je ne me trompe pas, de l'association des ingénieurs, reprécise, parce que je suis en train de dire une ânerie là. Tout à fait, j'ai été élue il y a 3 ans. Toutefois, je viens à l'instant de terminer mon mandat. À l'instant, je viens de terminer mon mandat. Donc, j'ai été la première, effectivement, présidente de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, donc pendant 3 années, qui comporte tous les ingénieurs œuvrant dans les collectivités territoriales, donc plus de 4000, voilà. Et donc, je viens de passer la main
celui qui était mon premier vice-président. Voilà, mais donc j'ai assuré cette fonction avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'engagement, comme tu le sais, effectivement, je te remercie. Mais c'est pareil pour les ingénieurs, je suis accompagnée d'autres ingénieurs ici, c'est aussi un pas toujours à faire que de se dire oui, on peut être ingénieur, une jeune fille, femme, enfant, on les pousse volontairement dans une filière très technique, qui n'attire pas toujours, mais qui permet de se découvrir des responsabilités très très intéressantes. Mais moi je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, la passion aussi. Je crois qu'effectivement, si on n'est pas animé par cette idée nous-mêmes et cet engagement, ça ne marche pas. Voilà. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est souvent les femmes qui sont au poste de solidarité. Je crois que c'était important de le préciser parce que je ne suis pas sûre on le savait. Enfin, que c'était une information partagée, mais je trouve qu'en termes de symbolique, ça a du sens parce que tu as été élu majoritairement par des hommes. Quasiment. The girl power. Mais sachez, quand je dis le choix, parce qu'on dit toujours les femmes sont dans le social. Moi, j'ai vraiment choisi d'être dans le social. C'est un choix. Je l'assume pleinement. C'est pas que je veux materner, c'est une passion. Et toutes mes collègues, je pense à ma collègue qui est présidente de Côte d'Or Tourisme, elle a une passion pour la mission qui est la sienne. J'ai deux collègues de la commission solidarité, Patricia Gourmand, c'est l'insertion. Excuse-moi, Céline Vialès, c'est tout ce qui est gérontologie, hein, c'est son métier, et voilà, et c'est très important de le dire. Et Viviane, excuse-moi, oui, t'es arrivée un petit peu, tu vois, je t'avais pas photographié. Et Viviane, elle, c'est l'enfance. Et je trouve, alors vous allez me dire, c'est que des femmes. Oui, mais c'est des femmes qui font quelque chose qui les passionne. Et c'est ça qui est important. Si demain il y avait un homme passionné par ces sujets, nous l'accueillerons sans problème. Mais nous en avons beaucoup dans les directeurs et chefs de service. Avez-vous des questions ou des témoignages à partager avec nous sur la responsabilité ou sur les difficultés? Alors, je vais lancer le débat. La loi sur la parité dans les postes à responsabilité. C'est un souci. Parce que je parlais tout à l'heure du syndrome de l'usurpateur. On a toujours l'impression que les femmes, je ne l'ai pas dit dans mon interview parce que moi j'ai été élue en 2008, donc c'était avant l'institution du binôme paritaire. Donc j'étais élue sur mon nom. Et on m'avait dit, oh là là, canton rural, tu ne seras jamais élu, même les femmes ne voteront pas pour une femme. Et finalement, quand on est dans des listes Shabada, hein, hommes-femmes, on a l'impression qu'il faut qu'on légitime le fait qu'on est là. D'autant plus en se donnant qu'il faille travailler plus pour justifier le fait qu'on nous ait mis sur la liste à cause d'une loi parité. Je me suis dit, mais à un moment donné, mais les hommes, ils ne sont pas sentis obligés de justifier qu'ils étaient sur la liste de parité aussi. Mais ça, c'est assez féminin, cette façon, et je sais, parce qu'on en a déjà parlé avec Christine Barbier, on veut toujours faire plus comme si on avait besoin de justifier qu'on était là où nous sommes. C'est assez féminin, quand même. Je ne sais pas si les hommes... Enfin, qui c'est qui disait l'égalité sera obtenue le jour où on nommera une femme incompétente à un poste de responsabilité? J'espère que ce n'était pas moi, mais en tout cas, c'est un sujet qui, je crois, inconsciemment, nous habite et dont il faut se départir. Des demandes d'intervention? De partage? Je t'en prie. Alors, voilà. Moi, ça m'inspire trois petites choses. J'ai souvenir d'une interview d'Emmanuelle DeVos quand elle a sorti son film, elle, je crois, où elle a demandé qu'est-ce que c'était être féministe. Elle a dit tout d'abord être solidaire entre les femmes. Et ça, je trouve que on parle de sororité, solidarité, c'est une première chose peut-être pour que ça avance aussi au niveau des droits des femmes. La deuxième chose, les hommes votent pour les femmes. Moi, je suis présidente départementale d'un syndicat, il n'y a que des hommes, ils ont voté pour moi, je suis assez fière de ça. Donc ça fonctionne.
Et la troisième chose, la parité, c'est une excellente loi. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, tu te rends compte, on me met là, pas pour mes compétences, mais parce que je suis une femme. Moi j'ai envie de dire, prenez la place, gardez-la bien au chaud pour les suivantes, même si vous n'en voulez pas, prouvez que vous pouvez être compétente. Si ça se trouve, vous allez découvrir des compétences que vous n'imaginez même pas. Et donc je pense que cette loi, c'est un vrai bonheur et il faut vraiment, le jour où on n'en aura plus besoin, très bien, il n'y aura plus besoin de dire une femme, un homme, mais pour l'instant, je crois qu'on en a vraiment besoin encore et encore. Voilà, c'était juste ça. Merci de ton témoignage. Marie-Claire? Oui, merci. On passe un bon moment déjà. Moi, je voudrais le dire de manière peut-être le fait de se décaler, de prendre un temps dans la journée, dans la course effrénée qui est la nôtre, les uns et les unes et les autres. Il y a plusieurs éléments en fait qui sont constitutifs de l'estime de soi dans la construction d'un homme ou d'une femme. L'environnement familial, le regard du père et de la mère ou du référent masculin et féminin, parce que dans une famille recomposée, les modèles évoluent également. Et puis, moi je voudrais parler de l'éducation nationale. Nous sommes un grand nombre ici à avoir été construits par des professeurs, qui nous ont montré aussi une voie. Et moi j'ai ressenti la différence, en tout cas dans la manière qu'on percevait mes qualités professionnelles, une fois arrivée dans le monde professionnel. Jusqu'à l'âge de 23 ans, je n'ai jamais ressenti une forme d'inégalité entre les étudiants, l'étudiante que j'étais avec mes autres étudiants, la lycéenne que j'étais avec les lycéens, parce que j'avais eu des parents, c'est une chance, pardonnez-moi de personnaliser, mais on porte témoignage cet après-midi, la chance d'avoir, je suis issue du milieu agricole, moi, donc beaucoup d'hommes, mais un regard paternel et maternel très bienveillant, des professeurs aussi qui ont toujours montré cette voie-là, et c'est une fois arrivé dans le milieu professionnel, dans le monde de l'audit, où là, ça a été assez brutal, en fait. Voilà. Donc c'était dans les années 90, ce serait très intéressant d'avoir un témoignage parallèle maintenant. Et peut-être doit-on travailler cette phase de transition entre le milieu étudiant, quelles que soient les études, et l'arrivée dans le monde professionnel, où là, on ne vous regarde plus de la même façon. En fait, l'estime de soi, elle se construit de la manière dont on vous renvoie vos qualités ou vos défauts. Donc il faut avoir été solidement construit en amont. C'est pour ça que, et ça nous renvoie à nos missions, nos politiques sociales, c'est pour ça que l'aide sociale à l'enfance, c'est pour ça que l'accompagnement des tout-petits est tellement important. Tellement important pour les petits garçons, mais tellement important pour les petites filles également. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on le garde, et en même temps, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin. On en parlait tout à l'heure avec ma collègue, c'est ce qui fait qu'on se sent à notre place. Merci. Merci. Bon, c'est pareil sur... Alors, hier soir, je regardais... Je ne suis pas très télévision, donc... voilà. Mais hier soir, il y avait un très très beau moment, je veux dire, c'était sur les fileuses, je veux dire, du Pas-de-Calais. Un très très beau reportage, et je me dis quand même quel chemin nous avons fait. La femme n'existait pas. C'est vrai qu'elle était prise comme l'enfant, elle n'avait aucun salaire, rien du tout. Et en une centaine d'années à peine, le chemin qu'on a fait, ni le droit de voter, ni le droit d'argent, ni le droit de travailler. Enfin, on était vraiment, je dirais, voilà. Aujourd'hui, on a cette chance, et c'est vrai que une grande chance. Mais cette chance, si on regarde, enfin, toujours cette émission, c'est ce que les femmes ont fait, elles ont osé pour certaines, elles ont été dans les barricades, elles ont été aussi, je veux dire, dans les syndicats pour oser prendre leur place, pour avoir, je veux dire, un peu, je veux dire, d'être reconnues. Et à l'époque, chez nous c'est difficile, à l'époque c'était, je veux dire, à mon avis, je veux dire, très 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 difficile. Alors c'est vrai que moi, la parité, pardonnez-moi, je veux dire le jeune, mais je suis donc élue depuis 1995 en tant que maire, j'ai toujours eu la parité. Mais hommes, voilà.
Ce qui m'ennuie en ce moment, c'est que j'ai l'impression que c'est les femmes qui prennent le dessus, donc je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Donc c'est vrai que quand on recherche, je veux dire, des bénévoles ou tout ça, il faut que je cherche du masculin. Ils ont quand même, je veux dire, la force que moi je n'ai pas, voilà, je le dis avec beaucoup d'humour. Pour les tables alors. Voilà, et nous on est toujours à la vaisselle, mais bon, je blague. Mais c'est vrai que c'est un très très beau, je dirais, très beau chemin. En tout cas, le mien, je sais qu'il est beau et je le dois aussi, et là, je veux dire, à l'éducation. Je reprends ce que dit Marie-Claire. Si nous sommes mamans, et nous l'avons été, apprenons à nos enfants à prendre, je veux dire, nous l'avons été et nous le sommes encore, en tout cas, apprenons, je veux dire, à nos enfants, filles ou garçons, à prendre leur place. Parce que c'est vrai qu'il faut oser prendre nos places. Voilà. Et puis, encore une fois, derrière moi, c'est la compétence. Hein. J'ai bien entendu, mesdames, et je vous félicite. Et il ne faut pas oublier, et ça aussi, il faut le dire aussi à nos enfants, pardonnez-moi, il ne doit plus y avoir de son, les études, qu'elles soient toutes études, quelles que soient, hein, je veux dire, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit, voilà, il faut le faire, il faut y aller, il faut les encourager. Sinon, je veux dire, on n'est pas, je veux dire, on n'a plus aujourd'hui suffisamment de compétences face à ce que le monde nous demande, et il faut absolument, je veux dire, dans l'éducation, faire suivre nos enfants, les pousser à justement ça. Et merci donc à nos services, en effet, de l'ASE, je vais dire plus que moi, je veux dire, on en fait partie, de pousser nos jeunes justement dans ces études. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et à vous. Merci. Si vous permettez, je voudrais soulever, parce que j'aime bien les débats, vous avez soulevé quelque chose qui me semble être un paradoxe. Enfin, ça m'a renvoyé à un paradoxe. C'est que dans le modèle où la période où il ne faut pas oublier que l'enfance n'existait pas, c'est une notion assez tardive, la notion d'enfance dans l'histoire de l'humanité. Et les femmes, c'est vrai que ma mère a été mariée sans avoir de chèque, de compte en banque, etc., sans l'autorisation de son mari. Mais c'est quand même les femmes qui éduquaient les enfants. C'est ça le paradoxe, c'est que les femmes éduquaient des enfants pour que le modèle continue de se reproduire. Donc on voit bien aussi qu'il y a un moment donné où nous avons été aussi, dans l'histoire, dans notre histoire, je me mets dans la chaîne des femmes qui nous ont précédées, nous-mêmes, les auteurs des situations que nous avons dû subir quelque part. C'est assez curieux et ça rejoint cette notion de oser, c'est-à-dire de ne pas nous mettre des barrières. La deuxième observation que je voulais évoquer, c'est que les grandes conquêtes des droits se sont faites quand les femmes sont allées sur les champs des hommes, dans le domaine réservé aux hommes. Je vais être beaucoup plus claire, la guerre. C'est quand les femmes sont devenues des combattantes. Droit de vote, après la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien quand même que c'est quand on va chatouiller des champs qui nous sommes a priori complètement interdits qu'on obtient des droits nouveaux. 14-18 on avait essayé mais ça n'a pas marché, ils nous ont quand même renvoyés à la cuisine. Mais pourtant elles avaient été dans les champs, etc. Mais c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on a organisé les premiers moyens de garde. C'est 48, hein, l'ADMR, les premières familles qui s'organisaient pour garder les enfants, c'était en Savoie, de mémoire, enfin, dans ces coins-là. Et le droit de vote qui est arrivé après. Mais vous voyez, quelque part, nous avons, quand on disait c'est la il faut y aller, c'est notre responsabilité aussi, pas au détriment, pas en opposition à, mais en égalité à. C'est à nous d'y aller, puisqu'on voit bien que c'est au moment où nous avons pris des responsabilités, investi des champs qui n'étaient pas les nôtres a priori, que nous avons obtenu des droits qui nous revenaient, hein, par ailleurs. Voilà. Je t'en prie, Céline. Tu as rejoint un peu ce que ah zut, excuse-moi. Moi, il y a une situation dans laquelle j'ai pu subir du sexisme que je subis encore. C'est en tant que maman. Parce qu'en tant que maman, on porte tous une certaine culpabilité quand on est une femme qui travaille, qui est très occupée, qui a plein de responsabilités, d'obligations. Et bien, il y a quand même un regard encore qui est porté même par d'autres femmes
sur le fait qu'on ne soit pas à la disposition, je dirais même au service de nos enfants et de notre famille à 100%. Et bien moi, je le revendique maintenant. Je le revendique auprès de mes enfants, je le revendique auprès de ma famille, auprès de mes proches, en disant, bah oui, non, je ne suis pas là tous les soirs, oui, je travaille beaucoup, mais c'est le modèle que je veux transmettre à ma fille, c'est le modèle que je veux transmettre à mes garçons. En leur disant, bah oui, mais vous avez une maman épanouie, vous avez une maman qui aime ce qu'elle fait et qui le fait aussi pour vous, qui le fait pour tout le monde. Et je préfère, enfin, et c'est mon choix, moi je respecte tout à fait les mamans qui ont fait le choix de rester à la maison. En aucun cas, je ne le dénigre, mais j'assume mon choix. Et c'est un choix que je veux transmettre, que je veux revendiquer et que mes enfants puissent comprendre sans être dans cette culpabilité, me sentir submergée par cette culpabilité. Je vais partager avec vous une petite anecdote et je vais cafeter, c'était une représentante de la presse. Je suis désolée, hein, mesdames et messieurs de la presse. Mars 2008, je suis élue au conseil général et je reçois un appel téléphonique d'une journaliste dont je ne me souviens pas le nom parce que soit j'avais déjà arrosé l'air Victoire, soit j'étais trop émue pour imprimer quoi que ce soit. Et bon, elle me pose des questions sur qui je suis, enfin vous avez toutes connu cela. Et à un moment donné, elle me dit, mais comment vous allez faire avec vos enfants? Parce que je venais de lui dire que j'en avais 3, de 9 à 15 ans, parce que j'ai eu 3 enfants en 5 ans. Et elle me dit, mais comment vous allez faire avec vos enfants? Et que ce soit une femme qui me le pose, cette question, et qu'on me pose cette question en 2008, j'ai oscillé entre la colère et l'envie de rire. Enfin, vous voyez cette impression mélangée. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit, comme mes collègues hommes. Mais l'on voit bien, et Céline a raison, je ne sais pas si vous, dans vos responsabilités, vous avez ce regard-là, mais nous, femmes politiques, nous sommes quand même, elle est tout le temps sur les routes, elle est tard le soir, dans un monde d'hommes, dans un monde réputé dur, elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants. Moi, je l'ai vécu, et ma collègue aussi, je ne pensais pas, parce qu'elle est plus jeune que moi, mais visiblement. Oui, enfin, même aujourd'hui, je pense encore, il y a des choses qui préexistent. J'ai des enfants plus jeunes, mais très vite, et c'était même, je dirais, même le corps enseignant qui pouvait renvoyer qu'on n'était pas assez disponible auprès de ses enfants. Et c'est vrai, on oscille toujours entre voilà, de quoi je me rends coupable de ne pas être à disponibilité, mais je crois que notre devoir aussi, il est d'inverser la tendance, c'est-à-dire que personne ne nous empêche de pouvoir organiser les choses autrement, que ce soit avec le conjoint, la conjointe, peu importe avec qui on est, ou avec ses collaborateurs, ou avec ses responsables. Enfin, personne ne nous empêche. Je pense qu'on a plutôt intérêt d'être dans le dialogue et d'être dans la vérité aussi. Parce que ne pas dire les choses, enfin, il me semble, ne pas les dire ou ne pas les évoquer, ce n'est pas non plus ramener de la réalité, de la confiance et du possible, en fait, aussi. Donc, je pense même encore aujourd'hui, on est amené à vivre des situations ubuesques qui ramènent à « Ok, je suis une femme, donc j'ai pas le droit de savoir comment fonctionne un véhicule, comment on change des pneus, comment... » Enfin, non, enfin, si, j'ai le droit de savoir, autorisez-moi de le savoir, et inversement... Et j'ai le droit de pas avoir envie de le faire. Et j'ai le droit de pas avoir envie de le faire, et de vous demander de le faire bien, comme... Voilà, enfin... Et je crois que faut qu'on s'autorise encore tous les jours à non pas être dans l'agressivité ni dans la malveillance, mais à s'autoriser à dire qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir aujourd'hui aborder les choses autrement ou de renvoyer les choses autrement. Mais ça arrive encore aujourd'hui, encore ce genre de situation, donc on a encore du chemin à faire, hein, vraiment, je pense. Oui. C'est comme le partage des tâches, effectivement, les tâches ménagères, c'est pas acquis chez les femmes de faire le ménage, de faire les courses, et effectivement, il faut, certaines femmes, je pense, vont prendre les devants et faire automatiquement sans communiquer avec son conjoint, par exemple, alors que, effectivement, si on prévoit directement de faire le partage des tâches ménagères, ça se fera
de façon naturelle et normalement. J'ai une mauvaise pensée. Il faut reconnaître que quand c'est eux qui le font, il faut qu'on passe derrière. Enfin, excusez-moi. Donc du coup, on prend le balai nous-mêmes, quoi. Voilà. Non, je taquine, mais il y a du fond de vrai. Ah oui, les courses, ils se plantent tout le temps sur la marque des yaourts. À chaque fois. Allez, c'était une boutade. Je sens les hommes s'agiter là de part et d'autre. Mesdames, je vais conclure. Ah, tu voulais dire quelque chose, Christine? Je t'en prie, excuse-moi. J'ai cru que... Merci. Je voulais déjà vous remercier, les deux, Magali et toi, Emmanuel, pour les mots très gentils que vous avez eus à mon égard. Moi, j'ai envie de dire que si on réussit à progresser, si nous réussissons à progresser, c'est sans esprit de revanche. Je pense que c'est extrêmement important. On n'a pas à s'opposer les uns aux autres. Vous l'avez dit, nous sommes complémentaires. Ce qui, par contre, peut nous servir dans notre manière d'être et peut nous servir justement à progresser, c'est d'agir naturellement. Alors, j'ai le sentiment de pouvoir le dire aujourd'hui et le vivre aujourd'hui parce que des générations de femmes se sont battues avant moi. Nous, on est arrivés dans une période où, quand même, beaucoup de choses étaient déjà en place. Et le tout, c'est d'être naturel, de savoir qu'on est complémentaires. Oser, oui, il faut le faire naturellement. Penser à la solidarité entre nous, hommes et femmes. Moi, j'ai vraiment autant de plaisir à travailler avec des femmes qu'avec des hommes. C'est différent, c'est très complémentaire. Et puis, je pense que les femmes comme les hommes ont envie, quand on est occupé par des postes de management que vous évoquiez tout à l'heure, à jouer vraiment le collectif. Et pas seulement à le jouer, à le vivre, à l'incarner. Quelque part, est-ce qu'une femme doit être plus exemplaire qu'un homme? Je laisse le débat ouvert. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors, je vais conclure parce qu'on va passer aux choses qu'on aime bien tous. C'est un moment de convivialité. Je tiens à vous remercier, vous renouveler mes remerciements, Magali et Charlotte, parce que ben voilà, nous avons été un trio et merci à vous. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents. Merci à chacune pour ce que vous faites au quotidien pour faire avancer les choses, pour les conforter, pour les améliorer. Et je crois que finalement, ce que nous avons tout en partage, c'est la réconciliation de l'humanité dans toute sa diversité. Nous sommes la moitié de l'humanité, nous ne pouvons pas vivre sans l'autre moitié, mais elle ne peut pas vivre non plus sans nous. Donc voilà, c'est une forme d'harmonie quelque part que nous recherchons. Donc le chemin est long, mais comme a dit le président, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Et moi, j'ai senti sacrément de la volonté. En tout cas, merci à vous. Alors, parce que nous faisons attention à notre ligne et tout, mais quand même, on aime bien les bonnes choses. Alors, pour vous remercier, permettez-moi de vous remettre des produits 100% Côte d'Or. Vous savez qu'on a lancé la brique de lait. Alors là, c'est pas la brique de lait. Hein. Je crois pas. Hein. Remarquez, il y a des belles photos avec des beaux agriculteurs, tout ça. Mais je crois que c'est des petites gourmandises. Voilà. Je vais peut-être même regarder ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait... Ah, il y a de la moutarde et puis... Oh, nous avons une invitation au voyage à une infusion la féerique. C'est toute une invitation. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Et juste dire que Larandine, en fait, c'est l'ancienne assistante sociale de la police qui s'est reconvertie dans l'agriculture. Elle est installée à Rouvre-en-Plaine. D'accord. Oh, bah, elle aurait dû pousser jusqu'à Brazeil, ça aurait été mieux. Je lui dirai.